La mise en vente de la maison de Radio-Canada et son possible déménagement inquiètent plusieurs organismes du quartier Centre-Sud. On en parle cette semaine au Bulletin. Le coordonnateur du comité logement Ville-Marie vient nous parler de ses inquiétudes concernant la mise en vente de la maison de Radio-Canada. Aussi à l'émission, une maison des jeunes de Mercier doit déménager à cause d'un problème de moisissure. On en parle avec le président de leur conseil d'administration. Et l'organisme Immigrants Québec publie un dossier sur les nouveaux arrivants et les soins de santé. On analyse les résultats avec leur directrice générale. Bonjour, ici Louis-Martin McArdle et bienvenue au Bulletin. La décision de Radio-Canada de mettre en vente ses installations du boulevard René-Lévesque suscite de nombreuses réactions négatives. Alors, pour nous parler des impacts de la vente et du possible déménagement de la maison de Radio-Canada du quartier Centre-Sud, nous recevons Éric Michaud. Il est coordonnateur du comité logement Ville-Marie. Monsieur Michaud, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Bulletin. Bien, ça me fait plaisir. En quoi la vente et le possible déménagement de la maison de Radio-Canada interpellent votre organisme? Bien, en fait, nous, ça fait quand même un certain nombre d'années qu'on est impliqués dans le dossier. Il faut se rappeler d'abord que Radio-Canada, quand ils se sont implantés dans le quartier Centre-Sud, c'était dans la foulée d'une série d'opérations de rénovation urbaine, comme on appelait ça à l'époque. Il y avait eu, dans le courant des années 50, l'élargissement du boulevard Dorchester, qui avait mené à l'élimination de près de 750 logements à l'époque. Et par la suite, bien, il y a eu finalement la démolition, l'expropriation d'une bonne partie du faubourg Amelas, qui était la paroisse Saint-Pierre-Apôtre, en fait, l'actuel site de la Maison de Radio-Canada. Là, ça avait mené la Ville de Montréal avait exproprié le terrain pour permettre à Radio-Canada de s'installer. Et entre-temps, ça a aussi été un stationnement pour l'exposition universelle pendant une période de quelques années. Pendant la période de construction, effectivement, qui s'est étalée sur une période de 10 ans. Là encore, la démolition pour la reconstruction de la Maison de Radio-Canada va donner lieu à la démolition de près de 800 logements, 780 de mémoire. Il y a eu de nombreuses usines aussi dans ce quartier-là, des restaurants, des épiceries, des garages. En tout cas, c'était un quartier complet qu'on a rasé pour qui a été remplacé par des studios de télé, une tour et des bureaux administratifs. Et de grands stationnements extérieurs aussi. Et aussi de grands stationnements extérieurs aux deux extrémités du complexe. Mais en quoi, justement, le fait qu'il y ait ce déménagement-là possible, en quoi ça vous interpelle et en quoi ça vous inquiète, votre organisme? Bien, en fait, pour revenir encore un peu, juste peut-être mentionner que l'installation de Radio-Canada allait dans la foulée d'une volonté de la Ville d'installer ce qu'on appelait la Cité des Ondes dans l'est du centre-ville de Montréal. Et ça a mené par la suite aussi à l'installation de Télémétropole, l'actuelle TVA de Télé-Québec sur le également. De Maisonneuve, Télé-Québec qui est là, Bell a des locaux là, RDS, etc. Exactement, et de nombreuses entreprises aussi de production audiovisuelle, d'entreprises de communication. Donc, c'est tout un pôle industriel qui est, ou en tout cas un pôle d'activité économique qui est installé là. Donc, ce que je comprends, c'est que le possible déménagement vous inquiète pour l'impact économique que ça aurait, la perte d'emploi. Tout à fait. La perte d'emploi... Des emplois qui consomment dans le quartier Centre-Sud. Tout à fait. Ce qui nous inquiète, en fait, c'est l'avenir du quartier. Ce n'est pas tellement les enjeux de logement, parce que les enjeux de logement ont été adressés dans le courant des années 2000. On se rappellera aussi qu'au début des années 2000, Radio-Canada avait vendu une partie de son terrain de stationnement du côté ouest à un promoteur immobilier. Il y avait eu une levée de bouclier dans le quartier pour réclamer, c'était une période où il y avait une pénurie de logements à Montréal, de logements abordables. Et donc, on avait réclamé qu'il y ait une part de logements sociaux.
Bon, le projet était Ça tombé s'est à l'eau jamais par la concrétisé. suite. Il y a eu une consultation des acteurs du quartier dont on a fait partie, de nombreux autres organismes. Fin de la dernière décennie. Tout à fait. Quelles étaient les conclusions, justement, de cette consultation publique-là? Bien, c'est qu'il y a eu un plan d'ensemble qui a été élaboré après l'abandon du projet du promoteur privé qui n'avait pas rempli ses obligations à l'égard de Radio-Canada. Il y a eu l'élaboration d'un plan d'ensemble qui prévoyait notamment de retisser les liens avec le quartier, de poursuivre les trames de rue du quartier d'est en ouest, du nord au sud, pour recréer des liens avec le quartier, construire une part de logements abordables, entre 20 et 22 de logements sociaux, puis une dizaine de % de logements abordables. Également, de développer des espaces verts, donc de contribuer à reconstruire le quartier. Et ce plan-là a été mis sur la glace par Radio-Canada, Radio-Canada prétextant que ça ne serait pas un projet qui serait rentable actuellement. C'est ce qu'on comprend des déclarations des dernières semaines là, de la direction de Radio-Canada. Oui, avec certaines conditions. Il faut dire que le projet aussi était développé en mode PPP. À l'époque, et que ce n'est pas le mode... Disons que c'est moins populaire maintenant que ça l'a été peut-être à une certaine époque. Et on a constaté avec l'expérience que ce type de projet-là est très rigide, impose beaucoup d'obligations juridiques notamment, puis des frais... Et c'est une forme de développement de projet qui est assez rigide, et peut-être que ça aussi fait partie de la donne. Pourquoi? Parce qu'au départ, ils voulaient susciter une certaine concurrence entre plusieurs développeurs, mais en bout de ligne, il y a un seul consortium de promoteurs qui a pu se qualifier. Qui s'est rendu jusqu'au bout du processus. Donc, la concurrence était peut-être moins là, et c'est peut-être ce qui explique que le projet a été abandonné. D'accord. Si on en revient vraiment à ce qui se passe aujourd'hui, en 2016, donc Radio-Canada a annoncé avoir reçu plusieurs offres pour l'achat du site. Pour que nos téléspectateurs comprennent bien, de ce que j'en comprends, d'une part, votre organisme et les autres organismes aussi qui ont signé cette lettre ouverte-là, en quelque sorte, dans laquelle vous manifestez vos inquiétudes, il n'y a personne qui s'oppose à la vente du site en tant que tel. Ce que vous voulez, c'est que Radio-Canada demeure dans le quartier Centre-Sud. Tout à fait, oui, parce que la vente du site est prévue depuis une dizaine d'années. On s'est associé au développement d'un projet qui prévoyait la vente du site. Déjà à l'époque, Radio-Canada avait annoncé ses intentions de vendre l'ensemble du site et de devenir locataire des nouvelles installations qui seraient construites pour l'accueillir. Mais là, l'enjeu, c'est que la nouvelle, dans le fond, c'est que Radio-Canada envisage de quitter le quartier. Et un des sites envisagés qui ont filtré dans les médias serait dans le quartier des spectacles, au coin de Bleury-Sainte-Catherine. Donc, c'est bien loin du quartier Centre-Sud. Tout à fait. Ou même peut-être plus à l'ouest encore. Ou encore plus à l'ouest. Quelle est la position des élus, autant de l'arrondissement Ville-Marie qu'au conseil municipal? Est-ce que vous avez des appuis de la part, que ce soit du maire Coderre ou des conseillers municipaux? C'est-à-dire que le maire s'est engagé à assurer le respect de l'accord de développement, ce qui est quand même une partie importante parce qu'il y avait des choses qui avaient été négociées dans le cadre de cet accord-là entre la Ville et Radio-Canada. Donc, pour le redéveloppement éventuel du site actuel de Radio-Canada. Exactement. Donc, ça nous rassure quand même parce que c'est un élément, ça faisait partie de nos inquiétudes. Mais par ailleurs, bien, c'est ça, ils nous disent que c'est pas de leur ressort de décider si Radio-Canada, la décision... C'est une décision de la société d'État et ultimement du gouvernement fédéral. Effectivement, de décider s'ils demeurent sur le site ou s'ils veulent quitter. Bon, nous, on estime, en tout cas, c'est ça, on est inquiet de cette perspective-là, de voir Radio-Canada déménager. Et c'est aussi parce qu'on pourrait voir ce site-là
prendre beaucoup de temps avant de se redévopper. Rester en friche pendant peut-être plusieurs décennies avant qu'on construise dessus. Et donc, c'est cette perspective-là qui nous inquiète. Donc, on demande à Radio-Canada, en fait, on réaffirme notre intérêt pour le projet initial qui prévoyait que Radio-Canada demeure sur le site et tout en répondant à ses nouveaux besoins, dans le fond. Donc, peut-être que le réinvestissement du gouvernement Trudeau dans Radio-Canada changera la donne. On le verra au courant des prochaines semaines, des prochains mois. Éric Michaud. On l'espère bien. Voilà. Bien, Éric Michaud, vous êtes coordonnateur du comité Logement Ville-Marie. Merci d'avoir été là. Je vous remercie. Au milieu du 20e siècle, plusieurs quartiers de Montréal ont été rasés. En plus du faubourg Amelas qui a laissé la place à la Maison de Radio-Canada, ces initiatives ont touché d'autres quartiers comme le Red Light, Goose Village et la Petite Bourgogne. Alors, pour en savoir plus sur le point de vue de Radio-Canada sur la vente de son édifice et aussi sur l'impact possible pour le quartier Centre-Sud, on accueille Isabelle Grignon-Franck. Bonjour Isabelle. Bonjour. Alors, dans quel contexte ça s'est fait que cette mise en vente-là par Radio-Canada de son édifice ici à Montréal? Le contexte, c'est que la société d'État est dans une tour qui est trop grande. Donc, si je cite Marc Pichette, qui est le directeur des relations publiques de Radio-Canada, il disait « La maison de Radio-Canada ne répond plus à nos besoins. Elle est trop grande et ne permet pas d'aménager des aires de travail ouvertes et optimales. » Donc, eux, ils estiment qu'ils utilisent environ le tiers de la capacité des lieux pour leurs activités. Et aussi, le coût d'entretien d'un grand bâtiment comme ça est très, très élevé. Donc, c'est environ 20 millions par année. Et la société a déjà un déficit de 170 millions de dollars dus à ces coûts d'entretien qui se sont accumulés dans des dettes. Donc voilà, donc ce 170 millions de dollars-là, c'est de l'argent qui aurait dû être investi sur l'édifice pour le maintenir à niveau et que ça n'a pas été fait au courant des dernières années. C'est peut-être une des raisons des problèmes là, en ce moment de la Maison de Radio-Canada. Donc, l'édifice a été mis en vente en février dernier, n'est-ce pas? Exactement. Donc, le 19 février, il y a eu une mise en vente par la compagnie de courtage immobilier Avidson Young and Brookfield Financial. La fin de la déposition des offres a eu lieu le 18 mars et maintenant, on est en analyse des offres qui ont été proposées. Voilà, on sait qu'il y a plusieurs offres qui ont été déposées. Il y a au moins un des soumissionnaires qui s'est dévoilé publiquement. Oui. Donc voilà, est-ce que ça fait longtemps que la vente de la tour est discutée? Une tour qui a été construite quand même il y a peut-être une quarantaine, 40-45 ans, en 1973. Ça fait longtemps que c'est discuté, en fait, de faire quelque chose de nouveau avec ce projet-là et d'aider à reconstruire, déconstruire, faire autre chose. Donc, en 2007, il y avait eu un projet de redéveloppement du secteur. Donc, on ne parlait pas nécessairement de vente. Et ce projet-là avait été fait avec Radio-Canada ainsi que certains organismes du quartier Ville-Marie, donc Centre-Sud, où on voulait confirmer l'implantation de la tour dans l'est du centre-ville pour accroître la présence, dans le fond, de Radio-Canada dans le secteur. Donc, on n'était pas du tout dans la vente, mais bien dans un redéveloppement différent pour que la tour puisse rester dans l'Est et continuer de servir, en fait, le quartier parce que ça amène quand même une clientèle qui a un revenu un peu plus élevé. Ça renforce un pôle culturel. Donc, on parle de la Cité des ondes. Il y a TVA qui n'est pas loin. Exact, c'est ça. TVA, RDS, Télé-Québec. Exactement. M. Michaud en faisait référence tantôt, oui. Donc, on parlait plus d'intégration urbaine avant et d'intégration dans ce milieu-là, dans ce quartier-là. Et en 2009, il y avait eu l'Office de la consultation publique de Montréal soulignait dans son rapport que cette vision-là intégrée du développement avait suscité une grande adhésion de la part des participants à la commission. Donc, on était beaucoup dans cette optique-là de garder la tour à Montréal et récemment, dans le quartier Centre-Sud. Et récemment, on vient de voir que, dans le fond, Radio-Canada se désengage de ce qui avait été dit précédemment. Donc voilà, c'est un désengagement qui, par contre, les gens de la société d'État laissent entendre que c'est vraiment pour une raison de coût, que ça reviendrait trop cher que de rester dans un aussi grand édifice. Oui. Est-ce que, bon, on s'entend, bon, nos studios sont situés dans le quartier, dans l'arrondissement Ville-Marie, dans le quartier Centre-Sud. C'est un quartier qui n'a pas eu facile, disons, durant les dernières années, là. Non, le quartier Centre-Sud, c'est un quartier relativement pauvre de Montréal. Il y a l'ancien faubourg Amelas, donc il y a déjà eu beaucoup de traces d'un passé économique qui est plus glorieux. Et finalement, il y a eu beaucoup de départs de certaines grandes entreprises, grandes industries du quartier. Le départ de la maison Radio-Canada du secteur pourrait entraîner
plusieurs problèmes. Il y a bien sûr la perte iconique de la tour Radio-Canada. C'est quand même une fierté, non seulement pour les Montréalais, mais pour ceux qui habitent le quartier précisément. Bien qu'elle resterait, en tout cas surtout selon tous les plans de développement, elle resterait quand même sur pied. Elle ne serait pas démolie, mais il y avait certains projets qui laissaient entendre que ça pourrait devenir une tour à condo. Exactement, donc quelque chose de complètement différent. Il y a aussi une perte d'activité économique. Tous les gens qui travaillent à la tour Radio-Canada vont ensuite dépenser leur argent dans les commerces environnants, donc ça change beaucoup la chose. Et également, les organismes communautaires déplorent que ce souci-là, en fait, ce non-souci-là de la ville de garder la tour dans l'Est va avoir un gros impact sur le quartier, sur le type de clientèle dont bénéficient les commerces. Voilà, et M. Michaud le laissait entendre justement que sa crainte, c'est vraiment que ce terrain-là reste en friche pendant plusieurs années, plusieurs décennies avant que ce soit redéveloppé. Justement, M. Michaud en faisait référence tantôt, ça a été un gros bouleversement pour le quartier Centre-Sud que la démolition du Faubourg Amlas dans les années 60. Oui, en fait, en 73, c'est là que la tour a été inaugurée, mais ça faisait déjà plusieurs années qu'il y avait des mesures qui ont été mises en place pour, en fait, raser le secteur. Donc, c'est 100 000 mètres carrés qui ont été complètement monopolisés pour le projet de la tour Radio-Canada. On parle d'environ 5 000 personnes qui ont dû être déplacées et de 262 immeubles rasés. Donc, c'est énormément. Les maisons étaient abandonnées. Il a fallu aussi enlever le filage qu'il y avait dans les conduits d'eau, les conduits électriques, les conduits téléphoniques. Donc, c'était vraiment de remettre la terre à son niveau initial pour ensuite monter cette tour-là. Voilà. On suivra qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines années. Comme je le disais tantôt à M. Michaud, peut-être qu'il y aura un changement d'orientation compte tenu du réinvestissement massif que le gouvernement Trudeau a fait dans Radio-Canada. Oui. Merci beaucoup, Isabelle. Merci. À la semaine prochaine. Plus tard à l'émission, le journaliste François Joly est avec nous et il nous explique comment Facebook et Twitter utilisent les données sur leurs usagers pour sélectionner quelles publicités seront affichées sur nos écrans. Et à notre segment Coup de chapeau, on présente une jeune bénévole qui s'implique activement depuis 2 ans dans la prévention du suicide. La Maison des jeunes L'Entre-Jeunes de Mercier-Est doit déménager rapidement car le bâtiment qu'il occupe renferme des moisissures. Alors, pour nous parler du défi que devra relever cet organisme, mais aussi de sa mission et des services qu'il offre, nous accueillons le président du conseil d'administration de L'Entre-Jeunes de Mercier-Est, René Goupil. Monsieur Goupil, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça me fait plaisir. Avant de parler du problème qu'il y a présentement avec votre bâtiment, depuis quand L'Entre-Jeunes de Mercier offre-t-il des services à la population? Nous fêtons présentement notre 25e anniversaire de 91 qu'on existe. Donc voilà, donc 25 ans, oui. Vous êtes une maison des jeunes. Quel oui. service offrez-vous aux jeunes du quartier Mercier? On offre le service on a 2 travailleurs de rue qui travaillent présentement sur le terrain. On a 2 maisons, l'Entre-Jeunes de Mercier qui est sur Hochelaga et on a le garage qui est en HLM. Toujours dans le quartier? Toujours dans le quartier, oui. D'accord. Vous avez appris qu'il y avait des moisissures dans l'édifice que vous occupez présentement, qui est un édifice qui appartient à la Ville de Montréal. Tout à fait. Qu'est-ce qui a été détecté comme moisissure? Il y a présentement, on a le C3S, puis pas le C3S, le Centre universitaire intégré de santé et de services sociaux. Merci qui a beaucoup. remplacé le C3S. C'est voilà. ça. Et on travaille avec eux, avec le CSST, parce qu'on a découvert des moisissures au niveau de l'Entre-Jeunes, suite à des dégâts d'eau, suite à de l'infiltration d'eau du bâtiment. D'accord. Est-ce que autant le personnel que les jeunes ont été affectés par ces moisissures-là? Les jeunes n'ont pas été affectés, puis on s'est assuré qu'on a des recommandations des médecins comme quoi que tout est correct pour les jeunes parce qu'ils ne restent pas là longtemps. Ils viennent et entrent. Au niveau des employés, il y a beaucoup de problèmes de santé, nausées, nez sèche, gorge irritée, ces choses-là. Puis j'ai ma directrice générale qui est en maladie présentement suite à des moisissures. Fait que c'est pour ça que donc, c'est quelque chose qui s'est prolongé pendant un bon bout de temps, j'imagine? Tout à fait, oui. C'est pas d'hier qu'on a des problèmes de moisissure. Et vous avez su qu'il y avait des moisissures à quel moment? Il y a combien de temps à peu près? Le dernier dégât d'eau remonte il y a 2 ans, un an et demi, 2 ans, là. Et c'est suite à ça qu'on a sorti. Que là, il y a eu des investigations pour savoir qu'est-ce qu'il y avait. C'est ça. La Ville a fait des recherches. Nous avons commandé un rapport du bâtiment pour voir c'est quoi le problème. D'accord. Et bon, la Ville
va-t-elle prendre en charge les travaux de rénovation, de décontamination? Parce que s'il y a de la moisissure, c'est de ça dont on parle, c'est de la décontamination. Tout à fait. Est-ce que la Ville va prendre en charge ces travaux-là? Bien, je sais que présentement, la Ville, ils travaillent là-dessus pour nous relocaliser ailleurs. On a déjà quelque part en vue. Fait que, là, on attend près la Ville. Je sais que nous, j'ai autorisé le conseil de faire ce qu'on avait à faire de base, là, puis après ça, on va s'arranger avec la Ville pour voir qui va payer quoi. Est-ce que depuis que vous savez qu'il y a ces moisissures-là, est-ce que vous avez dû mettre de côté certaines activités, réduire les services que vous offrez aux jeunes? Pas du tout. Okay. Non, les activités tournent. Comme je vous dis, les jeunes ne sont pas affectés parce qu'ils ne sont pas là 8 heures par jour. Donc, ils viennent et partent. Donc, ça suit quand même. Voilà. Est-ce que vous vous attendez, dans le fond, à avoir une décision de l'arrondissement concernant un éventuel déménagement? Vous attendez ça quand? Incessamment. Le plus rapidement possible. Le plus rapidement possible. Je pense que le maire de l'arrondissement travaille là-dessus. Il y a une équipe, M. Ménard, il y a une équipe d'urgence qui travaille là-dessus pour la relocalisation de l'entre-jeune. Comme je vous dis tantôt, on a déjà une place en vue. Il suffit de voir si ça peut être faisable. Mais c'est sûr que l'urgence, il faut déménager assez rapidement. Oui. Est-ce que vous avez une idée à combien s'élèverait le coût des travaux de rénovation? Et est-ce que ce serait un déménagement qui serait temporaire ou qui serait permanent? Permanent. Donc, permanant. Donc, vous ne reviendriez pas dans l'édifice que non, vous occupez? pas à ce que je sache, là, parce que je crois que la Ville, pour mettre des travaux dans l'édifice, la remettre en bonne, c'est 700 000 800 000. Donc, je ne pense pas que la Ville va le faire. Donc, on va vraiment déménager permanemment. D'accord. Je veux qu'on en vienne aussi à parler, parce que, bon, au-delà de ce gros défi-là dont vous seriez passé, j'en suis convaincu. Tout à fait, oui. Les activités continuent à rouler pour votre maison des jeunes et aussi pour le garage, donc tous les deux dans Mercier-Est. Il y a des activités qui sont prévues pour ce printemps et cet été. Quelles sont les activités qui sont à l'horaire? Présentement, nous sommes, il y a un vin fromage, un événement bénéfice qu'on fait présentement le 7 avril. On a 325 invités qui viennent. Ça, c'est notre principale activité de levée de fonds qu'on fait. C'est une levée de fonds et les fonds serviraient à vos opérations ou à la relocalisation? À nos opérations. OK. Ouais, la relocalisation, c'est avec la Ville. C'est en partenariat avec la Ville parce que c'est un édifice de la Ville et le local qu'on vise, c'est un autre édifice de la Ville. Donc, c'est sûr que... Donc, les coûts seraient assumés en grande partie par la Ville. Donc, l'événement qu'on fait, c'est vraiment pour les jeunes, puis c'est pour les jeunes, ça, c'est clair. Et l'argent recueilli sert à financer quelles activités que vous offrez? Bien, le travail de rue, comme je vous dis tantôt, tout ce qui concerne les choses. Et présentement, à tous les mois, on fait des activités pour les jeunes, selon ce que les jeunes veulent, selon c'est quoi le besoin. On a l'aide de devoir qu'on voit dans les écoles. On a un paquet d'activités. On a des jeunes présentement qui arrivent d'un voyage de l'Alberta et on reçoit des jeunes de l'Alberta en compensation pour le voyage qu'on a fait. Donc, c'est toutes ces activités-là qui s'englobent là-dessus. Vous énumérer tout ça, ce serait trop long. On n'a vraiment pas le temps, mais c'est sur notre site Internet. Toutes les activités sont là. Quelle est on a une infolette. L'entrejeune.com. Voilà, donc l'adresse est indiquée aussi au bas de l'écran pour nos téléspectateurs. Sur le terrain, dans le quartier Mercier, qu'est-ce que vous constatez comme besoin qu'il y a chez les jeunes? Est-ce que les besoins sont importants? Les besoins sont criants, même. Je pourrais vous dire, nous sommes en pas parler, je m'excuse. Oui. En pourparler, d'ouvrir un troisième point de service. OK, vous êtes en pourparler, dans le fond, pour ouvrir un troisième point de service. Oui, puis nous sommes... Toujours dans Mercier? Toujours dans Mercier, mais au sud de Hochelaga, plus près du fleuve, c'est ça, parce que les gens ne montent pas le bord. On dirait qu'une barrière psychologique, là, dès que la voie ferrée arrive, c'est leur territoire, fait qu'ils ne viennent pas à l'angle. Donc, il faut aller les chercher, puis il n'y a rien là-bas. Donc, ça fait 5 ans qu'on travaille pour ouvrir un troisième point de service, et ça s'en vient. Donc, les démarches vont de bon train. Nous sommes prêts à ouvrir bientôt. Bien, on vous souhaite que ça puisse se faire d'une part et que le déménagement aussi se fasse le plus rapidement possible. C'est sûr que là, le déménagement nous retarde un peu, mais nous sommes en bonne posture. D'accord. Monsieur René Goupil, vous êtes président du conseil d'administration de l'Entre-Jeunes de Mercier-Est. Merci d'avoir été là. Merci.
Restez avec nous, on se revoit tout de suite après la pause. On parle avec une représentante d'Immigrants Québec d'un dossier sur les nouveaux arrivants, les soins de santé et les assurances. Restez avec nous. Les services de maquillage sont une gracieuseté de Family Prix. De retour au bulletin. Immigrants Québec, un organisme d'information destiné aux nouveaux arrivants, a publié un dossier sur les immigrants, le système de santé et les assurances. Alors, pour en savoir plus sur les conclusions de ce dossier, nous recevons la directrice générale de l'organisme, Vanessa Bavière. Madame Bavière, bonjour. Bonjour. Bienvenue au bulletin. Alors, parlez-nous de ce dossier et des problématiques qui sont soulevées dans ce dossier, qui est le deuxième publié par Immigrants Québec, n'est-ce pas? Tout à fait. Deuxième dossier, effectivement, numérique. Nous avons dédié 28 pages au système de santé et les assurances au Québec pour répondre à, finalement, une préoccupation que partagent beaucoup de nouveaux arrivants qui viennent nous rejoindre au Québec. La raison principale, c'est effectivement de les informer peut-être sur des spécificités liées à un système de santé unique, déjà unique au monde, et puis aussi à des spécificités liées aux assurances, soit d'un point de vue de vocabulaire, soit de produits qui seraient différents. Toujours dans l'idée de sensibiliser pour que les immigrants qui préparent leur arrivée ou qui sont arrivés depuis peu de temps puissent prendre les bonnes décisions et puis savoir comment faire face lorsqu'ils ont eux-mêmes ou leurs enfants des petits bobos ou des petits soucis de santé, savoir vers qui se tourner. C'est ça, où aller dans une circonstance comme celle-là. D'ailleurs, une des conclusions, une des choses surprenantes, disons, du dossier, c'est que vous affirmez que pour de nombreux nouveaux arrivants, dis-je, ils croient que les soins de santé au Québec sont très chers, alors qu'on a un système, en théorie, public, gratuit et universel. D'où vient cette perception? Je pense que vous venez de souligner un fait très important. Vous le savez qu'il est gratuit. Mais je pense qu'il y a, et puis c'est une deuxième motivation que nous avions en faisant ce dossier, il y a une idée reçue qui est qu'en Amérique, se soigner, ça coûte extrêmement cher. Et la raison, comme je vous l'évoquais en deuxième point, pour laquelle on a fait ce dossier, c'est justement casser ce mythe de dire que la santé au Québec coûte cher. Elle est très abordable parce que gratuite quand pris en charge dans le système public. Voilà, quand on compare au reste de l'Amérique du Nord, particulièrement aux États-Unis. Pourtant, est-ce que le fait qu'ils croient que les soins de santé soient chers au Québec, est-ce que c'est parce qu'il y a un manque d'information qui leur est donné lors de leur arrivée au Québec pour leur expliquer que le système, en théorie, est gratuit et universel ici? Peut-être que ce n'est pas tant à l'arrivée, mais que c'est en amont, justement, de leur arrivée. Comme je disais, c'est une idée reçue. On se fait tous une idée avant de partir dans un lieu. On se soucie d'un certain nombre de choses sur le logement. On se soucie de savoir comment on va se trouver un emploi. Et puis, oui, on se pose des questions. Comment on va se soigner? Comment on va avoir accès au système de santé? Et peut-être que l'information, en tout cas, ne leur paraît pas ne leur est pas transmise dans la globalité. Et je soulignerai un fait qui est important à communiquer, c'est que ça dépend aussi du statut avec lequel on immigre au Québec. En fonction du statut d'immigration, on n'a pas accès à la RAMQ, donc à la Régie des assurances maladie du Québec, de la même façon, ou du moins, dans certains cas, on n'y a pas accès. Donc, et quelle classe de nouveaux arrivants n'y ont pas accès? Un exemple, les PVTistes. Donc, ceux qui rentrent... Permis vacances-travail, exactement, PVT, voilà. Qui vont venir temporairement au Québec et peut-être avec un projet ultérieur de s'installer, mais en tout cas qui vont pouvoir passer 1 année ou 2 années au Québec s'ils ne se sont pas renseignés au préalable sur la façon dont leurs soins de santé seraient pris en charge. Ils risquent d'avoir une mauvaise surprise. On a d'ailleurs un témoignage d'une jeune femme, notamment un cas très concret, est arrivée au Québec, a eu une heureuse nouvelle d'attendre un enfant et s'est aperçue que de par son statut d'immigration, les frais associés au suivi de sa grossesse et de son accouchement n'étaient pas pris en charge par le système de santé ici. Et c'était effectivement onéreux coûteux, dans ce cas-là. D'accord. Comment un nouvel arrivant peut-il faire pour avoir sa carte d'assurance maladie? Est-ce que c'est des démarches qui sont complexes, qui sont longues?
En fait, pas du tout. C'est sûr qu'il y a une seule porte d'entrée qui est la RAMQ. Il y a un site Internet, il y a la possibilité de se déplacer. On va leur demander un certain nombre de pièces justificatives. Il y a même des démarches qui peuvent se faire en amont dans son pays d'origine. Si je prends l'exemple des nombreux Français qui immigrent, il y a la possibilité, effectivement, avec des accords entre la France et le Québec, de pouvoir bénéficier d'un transfert finalement de droits entre son pays d'origine qui pourrait être la France et le système de santé ici, et donc la prise en charge dès le premier jour sans qu'il y ait une période de carence. Encore une fois, il faut se renseigner, c'est peut-être ce qu'il faut retenir le plus aujourd'hui, en fonction de son statut d'immigration, de son pays d'origine, sur ce à quoi on a le droit. D'accord. Et dans votre dossier, vous mentionnez aussi, vous colligez peut-être certaines doléances des nouveaux arrivants concernant notre système de santé. Qu'est-ce qui ressort de ça? C'est quoi les lacunes de notre système de santé? Alors, qui dit un système de santé gratuit ne veut pas forcément dire un système de santé efficace et rapide. Ou disons accessible. Accessible, c'est certain. Aujourd'hui, la réalité est la même que ce soit pour les immigrants ou les Québécois. C'est sûr qu'on attend aux urgences. C'est sûr que pour avoir accès effectivement à un spécialiste, il faut être prêt à, en tout cas dans le système public, à attendre un certain nombre de mois. Et à avoir aussi une ordonnance de la part d'un médecin généraliste, ce qui n'est peut-être pas le cas, entre autres, en Europe. Tout à fait. Et là, vous faites référence aussi, vous dites médecin généraliste. Quand on parle de médecin de famille, ça aussi, c'est quelque chose qui est indispensable. C'est comme une porte d'entrée pour avoir accès à d'autres soins par ailleurs. Et là aussi, parfois, il faut attendre quelques semaines, voire quelques mois, pour pouvoir avoir son médecin de famille qui va pouvoir voilà, et des médecins qui ne se déplacent pas à domicile, comme on le voit entre autres en France, mais qu'on doit aller consulter dans une clinique. Tout à fait. Ce qui est une différence aussi Exactement. importante. Quelle solution vous proposez aux immigrants pour faire face à ces défis-là ou à ces choses-là qui sont peut-être différentes ici de leur pays d'origine? Oui. Je pense que la première chose, et puis c'est un petit peu dans ce sens-là, encore une fois, que notre mission œuvre au quotidien, c'est de s'informer, d'aller chercher l'information, de ne pas attendre d'être arrivé au Québec pour comprendre comment ça se passe. Et un dossier comme celui-ci peut leur permettre d'avoir des points de repère en amont et de se renseigner en fonction de, encore une fois, le visa avec lequel ils arrivent, à quoi ils auraient le droit. Parallèlement à ça, je pense qu'ils vont trouver des liens utiles, soit vers des professionnels, soit vers des associations, soit vers des autres sites qui vont pouvoir leur communiquer les démarches à suivre. Et encore une fois, j'insisterai sur le fait que le bouche à oreille et le réseau fonctionnent aussi très bien pour pouvoir comprendre comment ça se passe, être référé à un médecin qui prend encore, à un médecin de famille qui prend encore de nouveaux patients. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller s'inscrire au CLSC. Je crois que c'est une démarche très importante quand on arrive. Ça permet d'être référencé, puis en fonction des quartiers, mais ça peut accélérer les choses. Mais ça peut nous éviter d'attendre 2 ou 3 ans avant d'avoir un médecin de famille. Tout à fait. C'est pas une mauvaise chose. Échanger avec d'autres personnes dans son quartier permet parfois de se rendre compte qu'il y a des médecins qui ont encore de la disponibilité. Et puis, il y a des systèmes qu'on a référencés également dans le dossier, comme Bonjour Santé, qui permettent d'avoir accès rapidement à une médecine. C'est sûr, moyennant quelques frais, mais ça reste abordable et ça permet de voir un médecin dans la journée avec un rendez-vous précis, sans forcément attendre des heures aux urgences ou dans une clinique sans rendez-vous. Et il nous reste 30 secondes. Je veux aborder avec vous l'autre volet de votre dossier, les assurances privées. Qu'est-ce qui ressort dans ce dossier-là? Alors, je dirais que déjà, ce qui en ressort, c'est qu'on a cherché à expliquer, quand on parlait de la thématique des assurances, qu'est-ce qu'on met derrière. Ce n'est pas pareil d'un pays à l'autre. Aujourd'hui, une assurance peut être très, très utile dans certaines situations. On a essayé d'expliquer dans quel type de situation, et notamment en lien avec la santé. On sait que les frais liés à tout ce qui est dentaire n'est pas pris en charge par la RAMQ. Ça peut aller très, très vite et coûter très, très cher. Sauf pour les jeunes enfants. Sauf pour les jeunes enfants, vous avez raison de le rappeler. Mais dans d'autres cas, ça peut valoir le coup, effectivement, de souscrire à une assurance pour pouvoir pallier à ce type de dépenses. Il y aurait d'autres exemples qu'on retrouvera effectivement dans le dossier. Si on veut consulter ce dossier-là, il est disponible sur Internet. À quelle adresse? Oui, au www.immigrantquebec.com, toujours gratuitement téléchargeable. D'accord. Et vous nous préparez un 3e dossier, j'imagine, pour les prochains mois? Oui, merci. Prochain dossier qui sortira le 11 avril. Et cette fois-ci, c'est sur la thématique de l'entrepreneuriat. Donc, entreprendre au Québec dès le 11 avril sur le site d'immigrantquebec.com. D'accord. Vanessa Bavière, vous êtes directrice générale de l'organisme Immigrants Québec. Merci d'avoir été là. Merci à vous pour cette invitation.
Une étude basée sur des données allant de la période de 1985 à 1992 révèle que les immigrants ont une plus grande espérance de vie que les Canadiens de naissance et qu'ils vivent plus longtemps sans incapacité ou dépendance. Dans une autre étude, on démontre que les immigrants jouissent d'une meilleure santé que les non-immigrants pour ce qui est des problèmes de santé chroniques. Toutefois, le risque de déclarer de tels problèmes augmente chez les immigrants en proportion du nombre d'années vécues au pays. Chaque semaine, le bulletin vous présente le portrait d'une des personnes qui a occupé le fauteuil de maire de Montréal durant les dernières décennies. Et aujourd'hui, on vous fait découvrir un avocat, député puis ministre qui a été à la tête de la Clique, un groupe d'élus libéraux qui a pris le contrôle de l'administration municipale et de l'attribution des contrats pendant plus de 10 ans. Voici le portrait du 25e maire de Montréal, Raymond Préfontaine. Joseph Raymond Fournier, dit Préfontaine, est né en 1850 à Longueuil. Fils d'un important cultivateur de la Rive-Sud, il fit ses études au Collège Sainte-Marie, puis étudia le droit au McGill College. Il débuta sa carrière dans le bureau de l'ancien premier ministre Antoine-Aimé Dorion, puis fut admis au barreau en 1873. 2 ans plus tard, il débuta une carrière politique qui se poursuivit jusqu'à sa mort. Il est député libéral à l'Assemblée législative de 1875 à 78, puis de 79 à 81. Il fit aussi carrière comme député à la Chambre des communes pendant près de 20 ans. En 1879, Préfontaine est élu conseiller municipal de la ville d'Hochelaga, puis il est choisi maire de la ville par les échevins. Il y mène une ambitieuse politique de développement urbain. Il fait élargir la rue Notre-Dame, met des pavés dans les rues et prolonge le tramway vers l'est. Il prône l'annexion d'Hochelaga à Montréal, ce qui déplaît aux anglophones qui craignent que l'annexion d'un quartier francophone les marginalise au conseil municipal. En 1883, une partie de la ville d'Hochelaga est fusionnée à Montréal, l'autre partie devenant la municipalité de Maisonneuve. Raymond Préfontaine devient alors conseiller municipal du quartier Hochelaga. Pendant presque 10 ans, il présidera le comité des chemins, par lequel il favorise le développement de l'Est de Montréal. Il fera refaire des rues, aménager des trottoirs et installer de l'éclairage électrique. Des rues comme Saint-Denis et Saint-Jacques seront élargies et embellies. Avec 2 autres libéraux notoires, Cléophas Beausoleil et Henri-Benjamin Rainville, il dominera pendant une décennie la vie politique à l'Hôtel de Ville. Leurs adversaires porteront contre eux de nombreuses accusations de patronage, de favoritisme, de versement de ristournes et de corruption. Devenu très populaire auprès des francophones, en créant des emplois pour les journaliers et en défendant les intérêts des petits propriétaires fonciers, Préfontaine est élu maire de Montréal par acclamation en 1898, puis réélu en 1900. Durant son passage à la mairie, les quais Jacques-Cartier, Alexandra et King Edward du port de Montréal seront construits ou agrandis. Il plaidera aussi pour l'agrandissement du port dans l'est de Montréal. Et afin de prévenir les inondations, qui étaient fréquentes à l'époque, la Ville conclut une entente avec la Commission du Havre prévoyant la construction d'un mur de plus de 1,5 km pour protéger le Vieux-Montréal. Sentant que l'opposition était forte et que les anglophones allaient voter d'un bloc pour un candidat, afin de favoriser l'alternance entre maires francophones et anglophones, Préfontaine ne se représentera pas aux élections de 1902. Après son départ de la politique municipale, il est nommé ministre de la Marine et des Pêcheries dans le gouvernement fédéral de Wilfrid Laurier. Lors d'une visite officielle en France, il succombe à un problème cardiaque le jour de Noël 1905. La France célébrera ses funérailles dans l'église La Madeleine à Paris, puis sa dépouille sera rapatriée par un cuirassé de l'armée britannique. Il sera inhumé sous un obélisque dans le cimetière Notre-Dame-des-Neiges sur le Mont-Royal. La Ville de Montréal a rendu hommage de plusieurs façons à Raymond Préfontaine. Dès 1922, le nord de l'ancienne ville d'Hochelaga a été renommé quartier Préfontaine. Et c'est là qu'on y trouve la rue Préfontaine. En 1953, on donne le nom de parc Raymond Préfontaine à un espace vert situé entre les rues Hochelaga et de Rouen. C'est sur ce lieu que la station de métro Préfontaine sera inaugurée en 1976. Puis jusqu'en 2011, l'aréna du quartier Hochelaga portait le nom de Raymond Préfontaine. Il a été rebaptisé en l'honneur de Francis Bouillon, un ancien joueur de hockey des Canadiens de Montréal. Si vous êtes présent sur des réseaux sociaux comme Facebook, vous avez probablement remarqué la grande quantité de publicité qu'on y trouve. Eh bien, ces pubs affichés ne sont pas choisis au hasard. En effet, les géants du Web se servent de nos données personnelles pour nous présenter des contenus toujours plus ciblés. Alors, pour nous expliquer les rouages cachés de ces services qui sont gratuits, à tout le moins en apparence, on accueille le journaliste indépendant François Joly. Bonjour François. Bonjour. Alors,
Tout ça vient, entre autres, ou en tout cas l'intérêt sur cette question-là, entre autres, vient d'un rapport qu'Options consommateurs, l'organisme de défense des consommateurs, a publié récemment, nous mettant en garde un peu contre cette collecte d'informations. Oui, qui dressait un peu un portrait général de la situation et qui mettait plusieurs mises en garde là, à la disposition de ceux qui pouvaient lire ce rapport-là. Et la liste est assez longue là, des informations qui sont collectées. Je vais en faire une liste rapide. Donc, les sites que vous consultez, les pages que vous consultez, le temps que vous passez sur chacune de ces pages, les recherches que vous faites dans des moteurs comme Google, Bing, les vidéos sur YouTube, les achats en ligne, les mentions j'aime, les commentaires sont enregistrés, sont collectés, les points Wi-Fi sur lesquels vous connectez votre ordinateur, votre téléphone, la position de la tour cellulaire la plus proche. En fait, tout ce que vous faites sur l'Internet est d'une certaine façon enregistré dans des bases de données de différents distributeurs de services informatiques qui sont les grands fournisseurs comme Facebook et Twitter et sont utilisés à des fins postérieures là, pour de la publicité notamment. Et justement, comment ces informations-là sont utilisées ensuite de ça pour nous proposer des contenus qui sont ciblés? Bien, la mécanique au total de ça est assez complexe, là, mais pour simplifier, on va faire un croisement entre ces informations pour faire ce qu'on appelle de la publicité comportementale en ligne. En gros, je vais vous faire un petit aveu ici pour donner un exemple. Moi, je suis un grand amateur de jeux vidéo. Scandale. Il n'y a rien de honteux là-dedans. Non, c'est ça. Et ce qui fait que je partage des pages qui traitent de ce genre de sujet-là. Je commande des articles en ligne, je commande des vidéos. Et un effet de ça, le résultat de ça, c'est que mon fil d'actualité Facebook, par exemple, est envahi de publicités pour des jeux en ligne mobile, des jeux pour cellulaires qui se répandent très rapidement et qui sont très populaires. Et donc, je reçois énormément de publicités pour ce genre de contenu-là sur mon téléphone ou sur ma tablette, par exemple. Et donc, Facebook a trouvé le moyen aussi de rendre ces publicités-là un peu moins invasives. C'est une forme de publicité qu'on remarque un peu moins, par exemple. C'est-à-dire que on va vous montrer des publications qui, en apparence, sont des publications comme toutes les autres, mais qui, en fait, sont de la publicité. Alors, par exemple, si Louis Martin a aimé la page de TCF, il y a de ça 2 ans, par exemple, même si ça fait très longtemps, Facebook va me montrer la page en me la présentant comme une page ordinaire, mais en fait, c'est une publicité. L'entreprise a payé pour que je la voie et pour reconnaître ce genre de contenu-là, vous allez voir, ça va être écrit « sponsorisé ». Donc, c'est un moyen un petit peu de constater l'ampleur des publicités qu'on voit. Vous pouvez y porter attention là, quand vous Donc, c'est de la publicité, mais sous l'aspect d'une publication, tout ce qui est plus normal de Facebook. Oui, et ça a été le grand défi de Facebook de faire passer cette publicité-là pour moins intrusive qu'elle ne l'était et pour qu'on ne s'en rende pas compte, en fait. D'accord. Et de ce qu'on en a appris, entre autres, c'est que ces données-là ne sont pas uniquement collectées sur les sites eux-mêmes. Il y a comme des données qui se partagent entre les différents sites. Il y a des données qui se partagent et il y a des données qui se prennent à peu près n'importe où. Et c'est ça la beauté de la chose ou l'horreur de la chose, là, dépendamment comment on prend la question. Alors, on peut suivre à peu près tout ce que vous faites partout sur le web et pas simplement quand vous êtes sur Facebook. Un exemple de ça, c'est les publicités que Google achète et revend. Donc, Google va recevoir de l'argent d'entreprises qui veulent afficher de la publicité. Si vous possédez un site web, Google va vous donner de l'argent pour que vous affichiez les publicités que ces entreprises ont payées. Et une fois que Google a sa porte d'entrée sur votre site à vous, ils peuvent suivre tout ce que toutes les personnes qui visitent votre site font. Et comme Google est très présent, c'est une entreprise énorme qui est présente sur à peu près toutes les pages web dans le marché de la publicité, bien, ils peuvent voir à peu près ce que tout le monde fait sur une très grande majorité de sites. Et l'équivalent de ça pour les réseaux sociaux, c'est les boutons « Partage » que vous avez probablement vu sur les sites web de n'importe quel média. Par exemple, quand vous partagez un article, la seule présence de ce bouton-là, qui est en fait une espèce de programme fabriqué par les réseaux sociaux comme Facebook, permettent à l'entreprise qui le produit de suivre les usagers qui sont sur cette page-là, et ce, indépendamment du fait qu'elles partagent ou non, qu'elles interagissent ou non avec ce bouton produit par l'entreprise du réseau social. Donc, c'est grâce à toutes ces données-là, si je prends un exemple, si récemment, je magasinais pour un vol pour l'Europe, c'est le fait d'avoir visité des sites d'agences de voyage ou Expedia, des choses comme ça, qui fait que dans les jours qui suivent, lorsque je visitais des sites, plusieurs des publicités qui étaient affichées étaient reliées à des agences de voyage ou des compagnies aériennes. Exactement, exactement.
Est-ce qu'il y a des dispositions qui protègent les citoyens contre cette collecte d'informations-là? Parce qu'il y a un pas à faire et ça peut menacer la vie privée. Exactement. Et je vous dirais la réponse est oui et non. En théorie, il y a des mesures dans la loi fédérale, notamment la principale protection, c'est la loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques. Et cette loi-là s'applique de façon assez large. Donc, ce qu'elle dit, c'est qu'elle protège tout renseignement qui permet d'identifier une personne ou tout groupe de renseignements. Donc, votre numéro de téléphone, par exemple, est un renseignement qui permet de vous retracer assez facilement. Mais un groupe de renseignements, ce serait par exemple des pages que vous avez consultées, le modèle de votre téléphone, votre adresse IP. Donc, on fait comme une corrélation entre différents renseignements. Et ça permet de dire, ah, bien, cet internaute-là qu'on a détecté, bien, son nom, c'est Louis Martin, on sait qui il est. Et donc, la loi stipule que pour collecter et partager ce genre d'informations-là, les entreprises doivent vous demander, en théorie, la permission. Donc, on se croirait protégé. Dans la pratique, le problème, c'est qu'on donne cette permission-là quand on utilise des services comme Facebook, comme Twitter, comme n'importe quelle application sur nos téléphones. Que ce soit au moment de l'installation, on va accepter souvent, là, il y a des termes et conditions très longues qu'on ne lit jamais. Mais lorsqu'on accepte, par exemple, de partager notre profil Facebook Exactement. Ou des choses comme ça, c'est des informations qui sont collectées par des boîtes qui, ensuite de ça, vont revendre ces données-là. Exactement. Pour être capable de mieux nous cibler. Et donc, on donne notre consentement tacite à ce genre de choses parce qu'on utilise les services. Et là, c'est là où la loi est pas si floue, mais c'est plutôt qu'elle n'a pas beaucoup été mise à l'épreuve. Il n'y a pas eu beaucoup de recours juridiques encore. Il n'y a pas vraiment de jurisprudence. Il n'y a pas une jurisprudence qui s'est rendue en Cour suprême, par exemple, sur cette question-là. Il y avait eu un jugement en 2011 au Québec qui aurait pu, mais qui a été abandonné là, par les plaignants. Il nous reste une minute. Est-ce qu'on doit vraiment s'inquiéter de tout ça? Ou est-ce que ça ne sert pas simplement à nous offrir juste un meilleur service à la clientèle ou des publicités qui sont peut-être plus ciblées vers nos besoins? Mm-hmm. C'est un point de vue qui est légitime et c'est vrai. Ces façons de faire-là, cette collecte d'informations-là rendent notre expérience sur les médias sociaux plus agréable. On nous présente du contenu qu'on trouve plus intéressant. Et ce n'est pas simplement pour la publicité, c'est les pages qu'on va vous offrir. Si vous allez sur YouTube, par exemple, on vous propose des vidéos. On vous dit, vous avez vu ces vidéos-ci, on pense que vous allez aimer ceux-là. Et c'est assez vrai, la machine est assez performante à vous offrir du contenu que vous allez apprécier. Et c'est un peu la raison pourquoi on reste sur ces services-là. C'est parce qu'ils nous connaissent bien, qu'ils nous offrent une expérience qu'on apprécie. Mais j'amènerai en terminant peut-être un point rapidement, une réflexion qui n'est pas de moi, mais qui est quand même intéressante, c'est que la machine décide qu'est-ce qu'on voit. Et c'est plus nous qui avons le contrôle totalement sur l'information qu'on consulte. Donc, on va tendre à recevoir de l'information qui vient un peu corroborer nos points de vue à nous. Donc, c'est le principe qu'on appelle la bulle filtrante ou filter bubble. C'est un terme inspiré de l'anglais et dans laquelle, ce que ça veut dire, c'est que si vous êtes de droite ou de gauche, par exemple, sur la sphère politique, bien, vous allez voir des éditoriaux, des billets de blog qui confortent vos idées à vous, ce qui fait qu'on n'est plus du tout, dans la vie numérique, confronté à des gens qui ont des opinions différentes des nôtres. Un peu comme, sans trop caricaturer, un peu comme ce qu'on voyait et ce qu'on voit encore aux États-Unis, où les téléspectateurs de la chaîne Fox News, qui est plus campée à droite, qui est plus conservatrice, sont principalement des électeurs conservateurs. Exactement, et c'est une roue qui tourne. Et avec la montée de l'intolérance qu'on voit en Europe, aux États-Unis et même chez nous en ce moment, je pense que c'est quand même une réflexion qu'on doit se faire de où on prend notre information et à quel point on est ouvert sur toutes les portes qui s'ouvrent à nous. Alors, François Joly, journaliste indépendant, merci d'avoir été là. C'est toujours un plaisir. Restez avec nous, on se revoit tout de suite après la pause avec notre coup de chapeau de la semaine. De retour au bulletin, on termine cette émission avec notre coup de chapeau qui vous est présenté cette semaine en collaboration avec le Conseil jeunesse de Montréal et le journal Métro. Notre invité est bénévole depuis déjà 2 ans pour Suicide Action Montréal. Alors, on décerne notre coup de chapeau à Marie Perrault. Madame Perrault, bonjour. Bonjour. Bienvenue au bulletin. Merci. Qu'est-ce qui vous a amené à faire du bénévolat pour Suicide Action Montréal? En fait, dans mon cas, c'est vraiment une amie à moi, très bonne amie, Lily Trudeau, qui est en fait au doctorat en psychologie, puis qui, dans le cadre de son doctorat, était bénévole à Suicide Action. Donc, c'est à travers elle là, que j'ai découvert l'organisation. Et qu'est-ce que vous faites comme travail bénévole auprès de Suicide Action?
En fait, Suicide Action, c'est une organisation qui fonctionne beaucoup avec ses bénévoles. Donc, évidemment, on a une formation quand même importante avant de rentrer à Suicide Action. Je suis beaucoup au téléphone dans ce qu'on appelle la salle d'intervention. Donc, on répond au téléphone pour 3 genres de clientèle. Les personnes qui sont en crise suicidaire, donc qui appellent vraiment, c'est dans l'immédiat, puis c'est très pressant. On a aussi beaucoup les proches de personnes suicidaires, donc des gens qui seraient inquiets justement pour un proche. Et on a aussi des gens qui sont endeuillés, donc qui ont perdu un proche par suicide. J'imagine que ça prend, vous parliez de formation, il y a une formation, j'imagine, importante, un encadrement important, parce que c'est des interventions qui sont délicates dans le cas des personnes endeuillées, qui doivent être très, très précises dans le cas des personnes qui ont des tendances suicidaires. Oui, effectivement, c'est vraiment, on a une formation assez importante. C'est pas un bénévolat qu'on fait sur un coup de tête, là, c'est vraiment un engagement qu'on prend. C'est quand même une longue formation de plusieurs jours, plusieurs fins de semaine. Puis, on est encadré au début dans nos appels avec quelqu'un qui écoute nos appels, qui nous aide si on a besoin. Puis, après un certain temps, on peut voler de nos propres ailes, mais oui, ça prend une formation importante. Parce qu'il y a j'imagine, il y a des méthodes, il y a des protocoles à suivre, il y a des choses que la science nous a prouvé que ça marche mieux dans telle situation que d'autres. Absolument. Puis donc, les appels, en fait, sont très structurés. Il y a toujours quelqu'un avec nous dans la salle si jamais il y a un problème. Pendant qu'on est au téléphone, on a une feuille devant nous, puis c'est plus structuré qu'on pense finalement. Donc, oui. Et vous faites également des rencontres en personne. Oui. En fait, c'est pour les proches, donc les personnes, comme j'expliquais, qui sont inquiets pour leur fille, leur ami, qui viennent en fait à Suicide Action. C'est des rencontres en petits groupes, donc c'est des gens qui nous ont appelés sur la ligne téléphonique, mais qui aimeraient ça, avoir davantage d'informations, être rassurés. Puis nous, on est là en fait pour faire comme une rencontre d'information pour les aider vraiment spécifiquement avec leurs proches, puis voir ce qu'on peut faire, là, puis leur donner en fait le plus d'informations sur ce que comment on se sent quand on est suicidaire finalement, comment aider le mieux la personne, puis comment j'imagine aussi, les signes à détecter. Les signes à détecter, mais aussi très important de prendre soin de soi, dans la mesure où les proches, c'est souvent des gens qui sont sous un gros stress, qui sont vraiment inquiets, puis on leur montre aussi à faire toutes ces choses. Un peu comme on le voit parfois pour les proches aidants qui vont s'occuper plus Exactement. de la personne qui l'aide que d'eux-mêmes. Cette implication-là auprès de Suicide Action Montréal, qu'est-ce que ça vous apporte? Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je dois dire que c'est presque égoïste dans la mesure où du bénévolat, évidemment, on n'a pas d'argent, on fait ça, on a plein de choses à faire dans la vie autre, on est en retard dans nos trucs. Bénévolat, c'est donner de son temps à la Exactement. Terre, mais pour moi, quand j'arrive à Suicide Action, c'est un moment que je prends pour moi. Ça peut sembler bizarre, mais puis donc, je donne 4 heures par semaine, puis pendant ce quart de 4 heures, il n'y a rien de tous mes stress de la vie qui peuvent venir m'affecter. Je suis vraiment ailleurs dans un... Puis évidemment, quand on réussit un appel, puis on fait la différence, il n'y a vraiment pas de mots pour... On dirait que ça relativise bien les choses, en fait. Et j'imagine que c'est très gratifiant aussi. Oui, vraiment. L'équipe, le groupe de bénévoles et les gens aussi, les salariés, parce qu'il y a des salariés aussi chez Suicide Action Montréal, comment c'est l'atmosphère de travail? Bien, ça aussi, c'est important de le dire. Des fois, on pense des entrevues téléphoniques, c'est très... on voit des gens dans des petits cubicules qui sont tout seuls avec leur téléphone, mais au contraire, Suicide Action Montréal, la salle d'intervention téléphonique, c'est vraiment ouvert, il y a plein de lumière, tout le monde est un à côté de l'autre, tous les gens qui font des appels sont dans la même salle. Puis c'est des gens de partout, c'est ça qui est bien aussi. C'est pas parce qu'on n'a pas justement fait un bac en psychologie qu'on peut pas faire la formation à SAM. Donc il y a des retraités, des ingénieurs, il y a vraiment de tous les milieux. Puis c'est des gens qui sont tous animés en fait par le même désir d'aider, puis cette même sensibilité-là pour la souffrance finalement. Donc ça fait vraiment des belles rencontres.
Et combien d'heures, par curiosité, combien d'heures vous consacrez par semaine? Bien, 4 heures par semaine, puis c'est assez, hein, parce que c'est quand même exigeant, puis on s'en tient à 4 heures semaine. Des fois, on saute, des fois je saute des semaines, je l'avoue, parce que la vie, mais quand on s'engage à SAM, la première année, il faut donner 4 heures chaque semaine pour 1 an, pour montrer finalement qu'on veut vraiment s'engager à Sud-Action. Et en terminant, si vous aviez à inciter certains de nos téléspectateurs à donner du temps, à donner de leur temps, que ce soit pour Suicide Action Montréal ou à faire du bénévolat pour d'autres organismes, qu'est-ce que vous auriez à leur dire? Bien, j'aurais à leur dire que moi, personnellement, j'étais vraiment pas quelqu'un qui était porté vers le bénévolat. Je suis vraiment pas présidente de classe qui aime ça s'impliquer dans les assos, ou vraiment, c'était pas dans mon ADN. Mais c'est de trouver finalement à quel point ça... Premièrement, ça nous apporte énormément, ça fait du bien, puis ça relativise les choses. Puis moi, ça m'enlève du stress, aussi spécial que ça puisse sembler. Ça fait vraiment l'équilibre dans ma vie, finalement. Puis c'est fou ce qu'on peut en retirer, là. Vraiment, là, c'est trouver un bénévolat pour lequel on est des tâches bien. Qui nous intéressent. Suicide Action, c'est pas pour tout le monde, on s'entend. Il faut avoir l'envie, parce que sinon, ça fonctionnera pas. Mais il y en a plein, là, de bénévolats. Donc, vraiment, trouver... Même si on n'est pas porté vers le bénévolat, essayez de regarder parce que vraiment, ça peut être quelque chose de plus. Et vous avez l'intention de continuer à vous impliquer? Oui, vraiment. Marie Perrault, merci d'avoir été là. Félicitations pour votre travail et c'est à vous qu'on décerne notre coup de chapeau de la semaine. Merci. Pour avoir cette entrevue et près de 200 autres, visitez la page de l'émission sur YouTube. Aussi, devenez fan de l'émission en visitant notre page Facebook. Vous pouvez aussi suivre TCF sur Facebook et Twitter. C'est tout pour cette semaine. Merci à toute l'équipe qui a travaillé sur la production du bulletin. Jason Paré et Simon Mainville-Lépine à la recherche, Marie-France Perron au maquillage, Elisabeth Thibault et Guillaume G. Pilote aux caméras, Sima Delolio à l'assistance, Laercio Bastos à la réalisation. Au nom de toute l'équipe, ici Louis-Martin McArdle, merci d'avoir été là et on se revoit dans 7 jours pour un nouveau bulletin. À la semaine prochaine.